À plus de 50 ans, Christian Carambeu se retrouve au cœur d'une rumeur inattendue. Son épouse, Jackie Chamoun, aurait-elle secrètement donné naissance à un nouvel enfant, loin des regards et des médias? Rien ne le confirme encore, mais la question suffit à raviver toutes les curiosités. Pour comprendre pourquoi le silence entoure aujourd'hui sa famille, il faut revenir à Lifou, sur cette île lointaine où un jeune Kanak, pieds nus, rêvait seulement d'échapper au destin qu'on semblait avoir tracé pour lui. Christian Carambeu naît à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, dans une famille kanak nombreuse, au cœur d'un paysage présenté comme un paradis, mais où la vie quotidienne impose très tôt ses limites. Son enfance se déroule entre les routes de terre, la mer, les maisons modestes et ces matchs improvisés où l'on joue souvent pieds nus. À cette époque, le football n'est pas encore une promesse de gloire. Il représente une respiration, un espace où Christian peut courir sans sentir le poids de la pauvreté ou du regard extérieur. Sur le terrain, personne ne lui demande pourquoi son île semble si lointaine du reste du monde. Il suffit de résister, de récupérer le ballon et de ne jamais abandonner. Mais grandir à Lifou signifie aussi comprendre que les horizons sont étroits. Pour un adolescent kanak ambitieux, les possibilités restent rares. Christian découvre alors que son talent peut devenir une porte de sortie. Non pas une fuite contre sa terre natale, mais une chance de revenir un jour avec une voix capable d'être entendue. À 17 ans, il quitte son île pour rejoindre la France et intégrer le centre de formation du FC Nantes. Le départ ressemble moins à un transfert sportif qu'à une rupture. Il emporte quelques affaires, laisse derrière lui sa famille, la chaleur du Pacifique, puis découvre le froid, la distance et une société où presque personne ne sait situer Lifou. À Nantes, il doit tout apprendre en même temps. Le rythme des entraînements, la discipline professionnelle, les codes du vestiaire, la manière de parler et de répondre. On attend de lui qu'il s'adapte rapidement, comme si le choc culturel n'était qu'un exercice d'échauffement. Pourtant, chaque journée lui rappelle qu'il vient d'un territoire que beaucoup considèrent comme périphérique, presque invisible. Son corps puissant et son endurance lui permettent peu à peu de s'imposer. Il comprend que le football sera sa première langue commune avec la France. Quand les mots lui manquent, ses courses parlent pour lui. Quand certains doutent de sa place, ses duels gagnés le répondent. Mais le talent ouvre une porte sans garantir que l'on sera pleinement accepté une fois entré. Christian ne renie jamais Lifou. Plus il avance, plus son identité kanak devient essentielle. Il découvre qu'il est possible de réussir sans effacer ses origines. S'intégrer ne doit pas signifier disparaître. Être reconnu ne doit pas obliger à oublier ceux qui sont restés derrière. Il venait de quitter une petite île pour rejoindre un grand pays. Pourtant, au moment où sa carrière commençait à prendre forme, il comprit que le plus difficile ne serait pas de gagner sa place sur le terrain, mais de faire accepter tout ce qu'il portait en lui. Lorsque Christian Carambeu rejoint l'équipe de France au début des années 1990, beaucoup y voient l'aboutissement d'une ascension exceptionnelle. Pour lui, porter le maillot bleu ne signifie pas effacer ce qu'il est. Chaque sélection le place au centre d'un paradoxe, représenter la France avec fierté, tout en gardant en mémoire les blessures infligées autrefois au peuple kanak. Avant les rencontres, lorsque la Marseillaise retentit, Carambeu reste souvent silencieux. Il connaît les paroles et comprend ce qu'elles représentent pour ses coéquipiers, mais il refuse de chanter. Ce choix devient rapidement un sujet de polémique. Certains parlent de provocation, d'ingratitude ou d'un manque de loyauté envers le pays qui lui a permis de réussir. Derrière cette absence de chant se trouve pourtant une histoire plus lourde. Dans sa famille subsiste le souvenir de Kanaks envoyés en France lors de l'exposition coloniale de 1931, présentés comme des curiosités humaines, privés de leur dignité et réduits au rôle d'objets de spectacle. Pour Christian, cette mémoire n'est pas un détail lointain. Elle appartient à son identité, à son nom et à sa manière de regarder l'histoire française. Il se retrouve alors dans une position presque impossible. Sur le terrain, il court pour les Bleus, défend ses partenaires, accepte les coups et se dépense jusqu'à l'épuisement. Mais hors du jeu, on lui demande davantage qu'aux autres. Il ne suffit pas qu'il soit irréprochable pendant 90 minutes,
Il faudrait encore qu'il exprime son patriotisme selon un scénario déjà écrit. Sa réponse reste la même, il laisse parler ses gestes. Certains chantent avec la voix, Karembeu choisit de parler par ses courses, ses tacles et sa fidélité au collectif. Son silence n'est pas un rejet de la France, mais le refus de faire comme si l'histoire coloniale n'avait jamais existé. Un homme peut appartenir à plusieurs mémoires sans trahir aucune d'elles. Cette attitude révèle une vérité plus large sur le sport. On affirme souvent que le football doit rester loin de la politique. Pourtant, dès qu'un joueur ne correspond pas à l'image attendue, son corps, ses origines et ses choix deviennent politiques. Ceux qui naissent au centre ont rarement approuvé leur appartenance. Ceux qui viennent des marges doivent le faire à chaque match. Ironie est cruelle. Pour certains, gagner des duels, porter le maillot bleu et risquer son corps ne suffit pas. Il faudrait encore chanter juste pour être reconnu comme pleinement français. Mais cette défiance allait bientôt être renversée. Quelques années plus tard, l'homme silencieux pendant l'hymne aurait l'occasion d'offrir à la France l'une de ses plus grandes joies collectives. Après avoir grandi à Nantes, Christian Karembeu quitte la France pour découvrir la rigueur tactique du championnat italien avec la Sampdoria. Il apprend à jouer plus vite, à lire les espaces et à transformer sa puissance en discipline. Il devient un joueur apprécié, capable d'accepter les tâches ingrates sans réclamer la lumière. À la fin de l'année 1997, le Real Madrid vient de chercher. Pour le jeune Kanak parti de Lifou avec une simple valise, le contraste est vertigineux. Il entre dans un vestiaire où chaque entraînement ressemble à une audition permanente, entouré de joueurs habitués aux caméras et à l'obligation de gagner. Karembeu n'a ni les dribbles d'un artiste, ni l'élégance de numéro 10. Sa valeur se trouve ailleurs. Il ferme les espaces, récupère les ballons difficiles, accompagne les attaques et protège l'équilibre du milieu. Il ressemble à une serrure d'acier, peu spectaculaire, mais indispensable pour empêcher la porte de céder. En Ligue des Champions, son énergie devient précieuse. Il marque dans les tours décisifs et participe au parcours qui conduit le Real Madrid jusqu'à la finale de 1998. Face à la Juventus, le club espagnol retrouve le sommet. Karembeu soulève le trophée, presque 10 ans après avoir quitté son île, comme une revanche silencieuse sur ceux qui voyaient ses origines comme une limite. Quelques mois plus tard, il rejoint l'équipe de France pour une Coupe du Monde à domicile. La pression est immense. Chaque joueur devient le symbole d'un pays qui cherche à se reconnaître dans une équipe composée d'histoires, de cultures et de mémoires différentes. Christian dispute les rencontres importantes et se dépense sans compter. En finale, face au Brésil, il est titulaire. Lorsque la France s'impose, l'homme que certains soupçonnaient de ne pas aimer ce pays se retrouve au cœur de sa plus grande célébration populaire. L'ironie est presque parfaite. Celui qui gardait le silence pendant la Marseillaise contribue à faire chanter des millions de Français. Son engagement n'a jamais eu besoin d'être récité. Il s'est exprimé par les efforts, les duels et la volonté de ne jamais trahir ses partenaires. En quelques mois, Karembeu remporte la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Le garçon venu d'une île méconnue atteint 2 sommets que la plupart des joueurs ne toucheront jamais. Pourtant, le succès change aussi le regard posé sur lui. Le public ne veut plus seulement savoir comment il joue, mais avec qui il sort, où il vit et ce qu'il devient loin des stades. L'année 1998 lui offre tout ce qu'un footballeur peut rêver de posséder et ouvre la porte d'un autre monde, celui des magazines, des projecteurs et d'une vie privée bientôt transformée en spectacle. À la fin des années 1990, Christian Karembeu rencontre Adriana Sklenarikova, l'un des visages les plus remarqués du mannequinat européen. Lui vient de conquérir le monde avec les Bleus et le Real Madrid. Elle incarne l'élégance et une réussite qui fascine les magazines. Leur histoire devient aussitôt un spectacle public. Les photographes les suivent dans les galas, les campagnes publicitaires et les soirées prestigieuses. Aux yeux du public, ils forment le couple parfait, l'union idéale entre la puissance du sport et le raffinement de la mode. Chaque sourire confirme le récit déjà écrit pour eux, celui d'un champion et d'une femme magnifique vivant sans fissure. Mais les images ne racontent ni les journées séparées, ni les voyages incessants,
ni les chambres d'hôtel où chacun poursuit sa carrière. Elle ne montre pas la difficulté de préserver une intimité lorsque le moindre silence devient une question et le moindre regard détourné, une preuve supposée de crise. Christian commente rarement sa vie privée. Adriana protège aussi l'essentiel. Cette retenue nourrit pourtant la curiosité. Dans l'univers des célébrités, l'absence d'explication n'apaise rien. Elle ouvre un espace que les journaux remplissent de rumeurs et de scénarios parfois plus séduisants que la vérité. Au fil des années, leur couple s'éloigne. Les différences de rythme, les obligations professionnelles et l'usure d'une longue relation finissent par peser. Lorsqu'ils annoncent leur séparation en 2011, beaucoup cherchent aussitôt un responsable. Des histoires de trahison et de troisième personne apparaissent, sans preuve solide pour en faire une certitude. Ce qui rend cette rupture si fascinante n'est donc pas un scandale confirmé, mais le vide laissé par deux êtres qui refusent de livrer leur douleur au public. Leur silence devient plus bruyant que toutes les déclarations. Ne rien dire est interprété comme un aveu, tandis que parler aurait offert de nouveaux titres à la presse. Leur mariage avait été présenté comme un conte de fées moderne. Pourtant, les contes s'arrêtent souvent au mariage, alors que la vie réelle commence après, tant les caméras s'éloignent et que deux personnes doivent apprendre à vivre avec leurs différences. Pour Carambeu, cette séparation révèle le prix d'une existence transformée en vitrine. Son couple n'était plus seulement à lui, il appartenait aussi à ceux qui voulaient croire à une perfection impossible. Bientôt, cette image de l'amour allait se retourner contre lui. Lorsque ses performances commenceraient à décliner, certains ne chercheraient pas la réponse dans la tactique ou le temps qui passe, mais dans la lumière des podiums et dans la célébrité de la femme qu'il avait aimée. Après l'année 1998, Christian Carambeu découvre une vérité que les champions apprennent trop tard. Plus le sommet a été haut, plus la moindre baisse paraît brutale. Au Real Madrid, la concurrence devient féroce. Les choix tactiques changent et sa place dans l'équipe se réduit peu à peu. Le joueur célébré pour son énergie est désormais observé avec une sévérité nouvelle. Chaque match moyen devient un signe de déclin. Chaque absence du 11 titulaire nourrit les commentaires. Pourtant, une carrière ne s'effondre jamais pour une seule raison. Le corps fatigue, les entraîneurs changent leurs plans, de nouveaux joueurs arrivent et le football avance sans attendre personne. Mais cette explication semble trop ordinaire pour une presse fascinée par son mariage avec Adriana. Les apparitions du couple dans les galas et les campagnes publicitaires deviennent des preuves supposées. Selon certains, Carambeu aurait perdu sa concentration, séduit par les lumières d'un monde éloigné des vestiaires. L'idée est simple, donc facile à vendre. Lorsqu'il gagne, il est un guerrier. Lorsqu'il accompagne son épouse à une soirée, il devient un homme distrait. On oublie que les footballeurs ont aussi une vie et le droit d'exister ailleurs que sur un terrain. Attribuer sa baisse de temps de jeu à Adriana évite surtout d'étudier les changements du Real Madrid. Analyser la tactique demande du travail. Accuser la robe d'une épouse célèbre offre un titre plus rapide et plus rentable. Carambeu ne disparaît pourtant pas. Après Madrid, il poursuit sa carrière à Middlesbrough, puis à l'Olympiakos, au Servette et à Bastia. Avec l'équipe de France, il ajoute l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001 à son palmarès. Son histoire ne s'arrête pas lorsque les projecteurs commencent à se détourner de lui. Ce qui change, c'est son rôle. Il n'est plus toujours le symbole du triomphe, mais un joueur expérimenté qui apprend à accepter le temps, la concurrence et la transformation de son corps. Pour un sportif habitué à agir, cette transition est une épreuve silencieuse. Il faut continuer sans les mêmes applaudissements, puis imaginer une vie où les jambes ne décident plus de tout. Après sa retraite, Christian reste proche du football. Il devient consultant, ambassadeur et conseiller, notamment auprès de l'Olympiakos. Celui qui courait au cœur du jeu observe les générations suivantes, transmet son expérience et construit une seconde carrière loin du bruit des tribunes. Il aurait pu croire que ces titres le protégeraient contre les jugements. Mais la gloire n'est pas un bouclier durable. Et bientôt, un drame venu de Nouvelle-Calédonie allait lui rappeler qu'il existe des défaites contre lesquelles aucun champion ne peut lutter. En mai 2024, la Nouvelle-Calédonie bascule dans une crise violente. Les tensions autour du corps électoral
du pouvoir politique et de l'avenir du territoire dégénèrent en affrontements, en incendies et en morts. Pour Christian Carambeu, ce drame n'est pas une actualité lointaine. Il touche sa terre natale, sa mémoire et sa propre famille. L'ancien champion du monde confirme que 2 de ses proches ont été tués. Sa voix, habituellement maîtrisée, laisse alors apparaître une douleur que les trophées n'ont jamais préparée. Sur un terrain, il savait où courir, qui marquer et comment protéger les siens. Face à la violence réelle, aucune tactique ne pouvait arrêter les balles ni ramener les disparus. Il choisit la retenue, demande que les circonstances soient éclaircies et refuse de transformer le deuil en spectacle. Ce silence n'est pas un manque d'émotion. Il ressemble plutôt à une manière de protéger ce qui reste lorsque les mots deviennent insuffisants. Il serait facile d'inventer son effondrement, sa solitude ou une maladie née du chagrin, mais rien ne permet de l'affirmer. La vérité connue est déjà assez lourde. Cette tragédie oblige aussi à revoir sous un autre angle son refus de chanter la Marseillaise. Pendant des années, certains avaient réduit ce geste à une provocation, mais derrière lui se trouvaient déjà les blessures du peuple kanak, les humiliations de l'époque coloniale et la sensation que l'histoire officielle n'avait jamais totalement regardé son peuple en face. Carambeu a remporté des titres pour la France, vécu en Europe et porté le maillot bleu avec une loyauté incontestable. Pourtant, il n'a jamais cessé d'appartenir à l'IFU. Son identité n'est pas divisée en 2 parties propres et séparées. Elle est faite de contradictions, d'attachement, de colère et d'une fidélité que personne ne peut mesurer avec un hymne. Le drame de 2024 révèle ainsi la bataille la plus profonde de sa vie. Elle ne s'est jamais jouée contre la Juventus, le Brésil ou les plus grands milieux du monde. Elle se situe dans cette question douloureuse. À qui appartient réellement la Nouvelle-Calédonie et qui a le droit d'écrire son avenir? Dans un stade, un coup de sifflet peut interrompre un conflit. Dans la vie, l'histoire n'a ni arbitre, ni temps mort, ni VAR pour corriger une injustice après coup. Après cette perte, Christian se montre encore plus protecteur envers sa vie privée, mais le silence attire toujours les suppositions. Et bientôt, une nouvelle rumeur allait frapper à la porte de sa famille, celle d'un enfant que Jackie Chamoun aurait secrètement mis au monde. Après les années de lumière, de séparation et de deuil, Christian Carambeu reconstruit sa vie auprès de Jackie Chamoun, ancienne skieuse alpine libanaise, habituée aux exigences du sport de haut niveau. Leur relation se développe loin du tumulte qui avait entouré son mariage avec Adriana. Cette fois, Christian veut protéger ce qui lui appartient. Le couple se marie en 2017 et accueille 2 filles, Gaïa puis Alessia. Dans les rares images publiques, Carambeu apparaît moins comme le champion du monde que comme un père attentif, soucieux d'offrir à ses enfants une stabilité que son existence de voyage et de compétition lui a rarement accordée. C'est pourtant dans ce silence familial qu'une nouvelle rumeur prend forme. Jackie aurait-elle récemment donné naissance à un 3e enfant, dans le plus grand secret? À ce jour, aucune déclaration fiable, aucune annonce officielle et aucun élément vérifiable ne permettent de l'affirmer. Le conditionnel reste indispensable. Une hypothèse répétée 100 fois ne devient pas une vérité. La confusion peut venir de plusieurs sources. Adriana continue d'être connue sous le nom de Carambeu malgré leur divorce. Sa maternité et sa nouvelle vie ont parfois été mélangées à celles de Christian. Il suffit alors d'un titre ambigu, d'une photographie ancienne et de reprises sans vérification pour fabriquer une naissance qui n'a peut-être jamais eu lieu. Le mécanisme est presque toujours le même. Un premier site pose une question, un second enlève le point d'interrogation, un troisième cite le précédent sans revenir à la source. À la fin, le public croit lire une information confirmée alors qu'il ne contemple que l'écho d'une supposition. Cette rumeur révèle surtout la fascination pour sa vie privée. On a voulu le définir comme joueur français, kanak silencieux pendant l'hymne, champion du monde, mari de mannequin, sportif distrait ou homme brisé par les événements. Aujourd'hui encore, certains cherchent à lui imposer un nouveau rôle, celui du père d'un enfant secret. Mais Christian n'est jamais resté prisonnier d'une seule identité.
Après sa retraite, il a poursuivi son engagement dans le football comme conseiller, ambassadeur et figure liée à l'Olympiakos. Il continue aussi de parler de la Nouvelle-Calédonie, de son peuple et de cette mémoire qu'il n'a jamais abandonnée. La véritable question n'est peut-être pas de savoir si un bébé a été caché au public. Elle est de comprendre pourquoi l'on refuse encore à cet homme le droit à une part d'ombre. Karembeu a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et l'Euro. Mais son combat le plus durable reste celui de décider lui-même qui il est, ce qu'il montre et ce qu'il garde pour sa famille. La rumeur d'un enfant secret finira peut-être par disparaître, remplacée par une autre histoire. Mais la vie de Christian Karembeu ne peut être réduite à quelques titres incertains. De l'IFU au Real Madrid, du triomphe mondial aux blessures familiales, il a toujours avancé entre plusieurs identités. Il a soulevé des trophées sous le drapeau français, tout en gardant dans son cœur la mémoire kanak, une mémoire silencieuse, mais parfois plus puissante que tous les hymnes.